Donc aujourd'hui, on traite du sujet « Les réformes des retraites ont-elles été efficaces en termes de financement et d'équité ?» avec Didier Blanchet, Gérard Ménérou et Henri Sterlignac. C'est vrai que c'est un sujet qu'on avait démarré déjà il y a 2 ans avec Didier et les travaux qu'il avait menés pour l'IPP et Antoine Bozio sur la réforme structurelle du système de retraite et notamment les scénarios de simulation pour basculer en régime en points ou en compte notionnel, et notamment les critères qui nous apparaissaient importants et qui nous apparaissent toujours importants aujourd'hui, qui sont la transparence, la lisibilité. Et on fait un peu le point pour savoir où on en est aujourd'hui sur avec la dernière réforme et surtout le bilan un peu de 20 années de réforme maintenant. On peut dire qu'elle a démarré avec la réforme de 93. Et notamment ses effets sur les générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a accumulé pas mal de réformes, de couches de réformes, sur un système qui était déjà assez opaque. Et la vraie question derrière, c'est finalement, et c'est un peu je pense, c'est la présentation de Didier, c'est comment est-ce que sur le système de retraite, on peut partager les fruits de la croissance entre les actifs et les retraités, et puis quand la croissance n'est pas là, comment on partage le coût de la vieillesse. Et c'est vrai que le sujet était complètement centré sur le coût de la vieillesse il y a 10 ans. Comment est-ce qu'on allait financer le déficit et le choc du baby-boom. Et aujourd'hui, on est passé sur un autre débat où le lien entre le système de retraite et la croissance économique joue pour beaucoup et va jouer pour beaucoup sur les inégalités à venir entre la population de retraités et la population d'actifs. Et la vraie question derrière, c'est la question des indicateurs de suivi et comment est-ce qu'on peut décider aujourd'hui quels sont les bons indicateurs? Comment est-ce qu'on peut suivre l'efficacité des réformes? Comment est-ce qu'on peut mesurer, en tout cas, avoir cette notion d'équité entre les générations? Quelles sont celles qui peuvent contribuer et quelles sont celles à qui on a déjà peut-être trop demandé? Je ne sais pas si le terme est juste, mais c'est vrai que la question se pose un peu comme ça. À qui on peut demander de faire des efforts supplémentaires pour financer le coût de la vieillesse quand la croissance n'est pas là? Voilà. Donc on va démarrer directement avec la présentation de Didier. Ensuite, Gérard Ménérou a quelques pistes de propositions en termes d'indicateurs. Et enfin, les réactions d'Henri Sterlignac sur un peu 20 ans de réforme et surtout les perspectives à venir pour un peu suivre ou faire évoluer le système. Bien, bonjour et merci de l'invitation. Donc je pense que l'exposé démarre tout de suite. Là, si je clique là-dessus, oui, effectivement, ça marche. Tout est au point. Donc je vais articuler mon exposé autour des 2 questions là qui fournissaient le titre initial du séminaire. Donc initialement le point d'interrogation suivait le sous-titre actuel. Donc les réformes des retraites ont-elles été efficaces en termes de financement et d'équité? Au risque de déflorer tout de suite mes conclusions, je vais dire d'entrée de jeu quelles vont être les réponses. Là. Efficace en termes de financement, la réponse va être plutôt oui, mais quand même avec un bémol qui est que le degré auquel les problèmes sont résolus dépend fortement des hypothèses de croissance et ça peut s'avérer problématique. Et sur la deuxième question, efficace en termes d'équité, mon message sera qu'en fait il est assez difficile de juger en raison d'un autre problème qui est un problème de lisibilité du système. Finalement, on ne sait pas trop dire dans quel sens vont les réformes par rapport à ce critère et même globalement à quel degré on peut juger que le système de retraite est efficace aussi bien équitable aussi bien en termes intra qu'intergénérationnels. Donc au final, il y a 2 problèmes. Il y a ce problème de sensibilité résiduelle à la croissance, maintenant qu'on a résolu le plus gros du problème démographique, et puis ce problème de transparence et de lisibilité. Et donc j'évoquerai rapidement en conclusion 3 attitudes possibles face à ces 2 problèmes sur lesquels je vais m'étendre en premier. Alors, sur l'efficacité financière, le fait qu'elle reste conditionnelle, je ne vais pas dire des choses très inédites par rapport à ce que j'ai déjà raconté plusieurs fois dans le cadre de ce séminaire. La seule nouveauté sera de pouvoir m'appuyer sur des réformes qui intègrent des simulations qui intègrent les effets des réformes de la réforme de 2013, mais cet effet sera intégré dans le paquet global de l'effet de l'ensemble des réformes. Si on regarde ces réformes passées, on peut distinguer 2 grands paquets. Il y a un paquet qui sont les mesures phares que tout le monde a en tête. Donc en 93, il y a eu le passage aux 25 meilleures années pour le calcul de la retraite dans le secteur privé, et puis un premier durcissement de la condition de durée pour l'accès à la retraite à taux plein, donc le passage de 37 ans et demi à 40 ans, qui a été ensuite évolution qui a été renforcée par la réforme de 2003 et plus récemment 2013, et puis les déplacements des bornes d'âge, donc ça avait été la spécificité de la réforme de 2010 avec son décalage de 60-65 ans à 62-67.
Et puis quelque chose de plus silencieux qui en fait avait été mis en place dès la fin des années 80 et que la réforme 93 s'était contentée de pérenniser, à savoir le passage à des règles assez généralisées d'indexation sur les prix pour les principaux paramètres du système et notamment ce qu'on appelle les salaires portés au compte, donc la façon dont on revalorise rétrospectivement tous vos salaires passés au moment où on vous calcule votre première retraite, et puis l'indexation des pensions après sur les prix plutôt que sur les salaires pour les pensions après leur liquidation. Et donc c'est vrai que notamment d'après les projections que le corps avait fournies fin 2012 pour préparer la réforme de 2013, et on va voir que c'est confirmé dans les graphiques qui vont suivre, en hypothèse macroéconomique médiane, l'ensemble de tout ça aurait presque complètement, on s'attendait initialement à la fin des années 80, donc les projections c'était que la part des retraites dans le PIB allait fortement progresser, entre une multiplication par 1,5 et un doublement, et en hypothèse macroéconomique médiane, l'ensemble de tout ce qui a été fait depuis 93 a presque complètement rabattu vers l'horizontale la trajectoire qui était attendue à long terme. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que ce qui avait été qualifié à l'époque d'impossible réforme serait quasiment achevé, mais avec ce bémol donc que je mentionnais en exergue, le fait que une contribution dans cet effet, il y a une contribution importante du passage justement à ces règles d'indexation prix, et c'est ça qui rend le résultat assez sensible à la croissance. Et l'incertitude qui en résulte, évidemment, elle affecte à la fois le résultat financier global du système de retraite et puis, du point de vue des retraités, leur situation économique relative par rapport au pouvoir d'achat de l'actif moyen. Donc les graphiques que je vais présenter ont été établis par Anthony Marino sur la base du modèle de simulation des retraites de l'INSEE. Elles sont très cohérentes avec ce qu'avait fait le corps lors des dernières projections, sauf que là on intègre en plus l'effet de la réforme de 2013. Et puis c'est également repris de travaux qui a été mené dans le cadre du rapport Moureau. Justement, on avait essayé de distinguer ces contributions de la modification des règles d'indexation et du reste de ce qu'il y a dans les réformes, l'ensemble des réformes passées. Et donc, vous voyez sur ce qui est graphiqué ici, c'est des parts de dépenses de retraite dans le PIB à l'horizon de 2060. Le premier graphique vous donne leur évolution sous 5 scénarios macroéconomiques, donc les 5 scénarios macroéconomiques des dernières projections du corps avec des taux de croissance qui varient de plus 1% par an à plus 2% par an. Et donc le graphique de gauche vous donne les évolutions qui étaient attendues, qui auraient eu lieu si rien n'avait été changé par rapport aux règles de la fin des années 80. Donc plus qu'un doublement, enfin là, le point de départ est 2010, ça fait à peu près une multiplication par 1,5 de la part des retraites dans le PIB. Et puis ce que vous avez sur le graphique intermédiaire, c'est la contribution à l'horizontalisation de cette courbe de la modification des règles d'indexation. Vous voyez qu'effectivement, ça a bien rabattu vers l'horizontale déjà, mais en ouvrant complètement l'éventail des résultats en fonction des hypothèses de croissance. Parce que quand vous indexez prix, quand vous jouez sur l'indexation prix plutôt que sur l'indexation salaire, c'est une mesure qui est d'autant plus efficace que la croissance des salaires réels est forte, mais qui, à la limite, devient complètement neutre. Si la croissance était nulle, là, on n'a pas de scénario de croissance zéro, mais dans le scénario le plus bas de croissance à 1%, qui vous donne la courbe qui monte le plus, la part des retraites dans le PIB se retrouve encore à 17,5% à cet horizon de 2060. Et ce que font le reste des aspects des réformes, donc 25 meilleures années, critères de durée, modification des bornes-d'âge, etc., ça achève de pouvoir battre vers l'horizontale, ça ne creuse pas davantage l'éventail des résultats. L'essentiel de la sensibilité à la macroéconomie, elle vient du changement des règles d'indexation, et donc vous retrouvez à peu près le même éventail de part des retraites dans le PIB en 2060 dans le graphique complètement à droite, où tout est intégré, que dans le graphique médian, mais grâce à l'effet de ces mesures additionnelles, donc vous êtes à l'horizon de 2060 à 15 points de PIB dans le scénario économique le plus défavorable, et puis à peu près 12 points de PIB dans le scénario économique le plus favorable de 2%, avec dans le médian 1,5%, en fait, on fait un peu plus qu'horizontaliser la courbe, puisqu'on se retrouve avec une part des retraites dans le PIB un peu plus basse qu'aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, cet éventail, il se retrouve sur les projections de ratio de niveau de vie actif sur retraité. Donc là, vous avez des évolutions, une fois pris en compte l'ensemble des réformes, et avec seulement 3 scénarios macroéconomiques, le scénario médian et les 2 scénarios extrêmes à 1% et 2%.
et que vous raisonniez en termes de ratio pension sur salaire ou de ratio de niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, donc le deuxième indicateur prend en compte le fait qu'il y a plusieurs salaires ou plusieurs retraites dans un ménage et que la taille des ménages est variable entre les actifs et les retraités, eh bien vous voyez, ce que vous voyez d'une part, c'est qu'il y a une baisse systématique, il n'y a pas de miracle, l'horizontalisation de la courbe de la part des retraites dans le PIB, on l'a obtenue en partie par la remontée de l'âge de la retraite, parce que ces projections font l'hypothèse que l'âge de la retraite remonterait substantiellement face aux réformes passées, et puis d'autre part, par un abaissement de la situation économique relative des retraités qu'on lit sur les deux indicateurs, mais encore une fois, l'incertitude macroéconomique joue. Si la croissance est rapide, le pouvoir d'achat des retraités décroche beaucoup par rapport aux actifs. Cette fois-ci, le scénario macroéconomique favorable est en bas comme il était déjà sur le graphique précédent. Et puis, au contraire, dans l'hypothèse macroéconomique la plus défavorable, le décrochement est beaucoup moins important. Alors, deuxième point sur l'équité. Alors, est-ce que les réformes ont été équitables ou pas? Alors, ça suppose d'abord s'entendre sur ce qui est équitable en matière de retraite, donc définir l'équité, c'est toujours difficile. En fait, le problème n'est pas foncièrement plus compliqué qu'en règle générale. Qu'est-ce que c'est que l'équité? Je retire deux critères principaux. Il y a un premier critère qui est le traitement égal des égaux. Alors ça paraît un peu tautologique de dire ça, mais c'est vrai que finalement ça va pas forcément de soi. Ce qu'on attend d'un système équitable, c'est que deux personnes de caractéristiques comparables soient traitées de façon à peu près équivalente par le système. Alors de fait, effectivement, dans le système de retraite actuel, dans n'importe quel système, si vous avez deux clones parfaits, ils auront exactement la même retraite à la fin. Bon, c'est mathématique. Mais le système ne garantit pas forcément le traitement égal des égaux, en sens que des gens à caractéristiques relativement similaires peuvent se retrouver éventuellement in fine avec des niveaux de retraite assez différents et fort contributifs comparables. Et donc, ça serait ça le critère de base. Si vous avez deux individus de profil de carrière, de niveau de qualification, de quantité travaillée, etc., à peu près comparables, que finalement ils se retrouvent, ils aient la garantie d'avoir les mêmes montants de retraite globale ou de recevoir les mêmes droits globaux. Ça pourrait intégrer également les droits indirects, puisque les droits indirects sont la contrepartie de cotisations passées. Deuxième point, un système équitable, ce qu'on attend de lui, c'est que vis-à-vis des inégaux, il avantage plutôt ceux qui sont plutôt défavorisés. Donc, le critère qui permet de juger du traitement égal des égaux, c'est l'égalité des retours sur contribution cumulés au cours de la carrière en termes de flux de pension. Juger de l'équité en termes d'avantages procurés à ceux qui ont moins, c'est avoir un système qui donne davantage, qui offre des retours plus importants sur contribution pour les gens qui sont plutôt défavorisés ex-ante. Et forcément, comme rien ne se perd, rien ne se crée, si vous avez un système qui procure ce genre de rendement supérieur à la moyenne pour les individus plus défavorisés, il faut forcément que ce soit payé par des rendements inférieurs à la moyenne pour les individus les plus favorisés. Donc, finalement, on a des critères simples, au moins sur le papier. Donc, toute la difficulté, c'est la mise en œuvre. Il faut essayer d'appliquer ces critères aussi bien en intra comme qu'en intergénérationnel. Alors, je vais commencer par l'intergénérationnel. Le problème au niveau intergénérationnel, on discute souvent, il faudrait que les réformes soient intergénérationnellement équitables, etc. Le thème de l'équité intergénérationnelle est souvent agité dans le débat sur la retraite, mais il faut dire de façon parfois assez rhétorique. En fait, on a deux difficultés fondamentales pour apprécier l'équité intergénérationnelle. D'une part, pour mettre en œuvre l'équité intergénérationnelle, d'une part, c'est assez difficile de dire quelles sont les générations. L'idée, c'est de redistribuer des riches vers les pauvres, mais quelles sont les générations riches et quelles sont les générations pauvres? Ça pose le problème de la comparabilité des niveaux de vie à travers le temps. Est-ce qu'on peut comment comparer la génération 1920, la génération 1960 et ce qui va arriver à la génération 2000, auquel se rajoute en plus le fait que là, on est en train de discuter à propos du futur. Donc, on ne sait pas encore exactement ce que vont être les conditions de vie de ces générations futures. Donc, c'est ça qui rend cette question de l'évaluation de l'équité intergénérationnelle très délicate. Et puis, de toute manière, quand bien même on saurait dire ce qu'il faut faire pour redistribuer des générations riches vers les générations pauvres, en fait, les marges de manœuvre qu'on a pour redistribuer intertemporellement sont relativement limitées.
En fait, on se heurte à un problème un peu structurel des systèmes de retraite par répartition, mais qui, à mon sens, est plutôt dans l'ordre des choses, donc il n'y a pas forcément à se plaindre. C'est le fait que ces systèmes par répartition, si à nouveau j'utilise ce critère du rendement sur contribution, ce que ces systèmes par répartition doivent gérer, c'est une baisse de rendement inéluctable à partir de la situation initiale très favorable, où effectivement vous avez des premières générations de retraités qui touchent des pensions sans avoir beaucoup cotisé, éventuellement sans avoir cotisé du tout si vous mettez en place un système ex nihilo. Donc ça, c'est une situation qui est favorable et qui peut être justifiée par l'histoire. La mise en place, ce qui a été fait en 46, était parfaitement justifié par rapport à ce qu'avaient connu les générations concernées. Mais cette situation ne peut pas être pérenne, donc il faut que tôt ou tard, le rendement finisse par rejoindre le rendement d'équilibre du système. Et le rendement d'équilibre du système, si vous finissez dans un régime de croissance économique stationnaire, c'est la croissance économique. Chaque génération cotise une certaine proportion de ce qu'elle produit, et ce qu'elle va récupérer à la retraite, c'est ce que cotisera la génération suivante, donc ce qu'elle-même a cotisé, augmenté de ce qu'aura été l'ensemble de la croissance économique entre les deux périodes. Donc vous avez une baisse de rendement inéluctable du système des retraites par répartition, et ce que vous pouvez faire au maximum avec les réformes, c'est accélérer ou ralentir cette baisse du rendement, mais vous pouvez pas l'éviter. Vous avez un petit graphique donc juste après qui vous présente les différentes options. Là, c'est sur une maquette assez stylisée du système de retraite, mais enfin ça donne bien l'idée. Vous partez, donc c'est une simulation produisant à peu près les conditions du système français. À partir des générations 1910, là, qui sont parties à la retraite dans les années 70, vous partez d'un rendement, d'un retour sur cotisation très élevé de l'ordre de 6-7% par an. Et puis là, c'est des simulations qui sont faites sous une hypothèse de croissance à long terme de 2% par an. Ce rendement, il baisse tendanciellement vers 2% par an. Ça ne veut pas dire qu'il baisse indéfiniment. Il reste positif à la fin tant que la croissance est là, donc il n'y a pas forcément à se plaindre. Mais il faut gérer cette frustration relative par rapport aux premières générations qui ont bénéficié de rendements très importants. Et ce que peut faire au maximum le système, vous voyez là, il y a trois options polaires qui sont présentées. Si vous, face au vieillissement démographique, si vous décidez d'ajuster assez rapidement en bloquant les cotisations et en ajustant à la baisse le niveau de vie relatif des retraités, c'est la courbe en vert que vous avez. Donc les générations intermédiaires subissent déjà assez fortement la baisse de rendement. Si vous dites au contraire, on va reporter le plus longtemps possible les ajustements et augmenter les cotisations, ces générations intermédiaires, elles vont être protégées contre l'effet du vieillissement démographique. En particulier, elles ne paieront pas pour l'allongement de leur durée de vie. Et donc, pour elles, la baisse de rendement sera plus faible. Mais à long terme, la courbe en bleu que vous avez sur le dessus, de toute manière, elle est contrainte à rejoindre les 2% qui s'imposent en régime permanent. Sauf à imaginer, bien sûr, que le système de retraite voit sa part dans le PIB augmenter indéfiniment, ce qui serait la seule façon de garantir un taux de rendement indéfiniment supérieur au taux de croissance économique. Et puis la solution intermédiaire qui consiste à plutôt s'ajuster par l'augmentation de l'âge de la retraite, c'est un résultat un petit peu entre les deux. Mais dans tous les cas, vous avez cette loi d'Hérin qui vous fait descendre le rendement par rapport à son niveau initial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup, à la fois, c'est compliqué de dire ce que c'est que l'équité intergénérationnelle, et puis de toute manière, on n'a pas énormément de degrés de liberté pour la mettre en œuvre si on voulait le faire de manière rigoureuse. Qu'est-ce qui reste éventuellement à préconiser? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que si l'idée c'est de redistribuer des générations riches vers les générations moins riches, si vous anticipez une croissance rapide, ça peut vous donner un argument pour retarder les réformes en disant on a des générations, grâce à la croissance qui va continuer, les cotisants de demain seront bien plus riches que nous, donc il n'y a aucune raison de se serrer fortement la ceinture pour leur éviter de payer plus pour nos retraites. C'est pas anti-redistributif de dire a priori, pour vous la part des retraites, on laisse à votre charge l'ajustement pour que nous puissions continuer à bénéficier de retraites relativement précoces à des taux assez élevés. Mais à l'inverse, par contre, si les perspectives de croissance sont plutôt lentes, ça peut justifier de limiter les charges sur les générations futures. Surtout si, parce que là on raisonne sur la retraite précisément, mais surtout si on considère qu'à ces générations futures, on laisse d'autres charges également à financer. Et puis il y a aussi toute l'interrogation sur le contenu en bien-être de la croissance. Est-ce que la croissance d'aujourd'hui, les 1-2% qu'on arrive à grappiller au maximum, est-ce que ça donne le même sentiment d'aisance relative aux générations qui nous suivent que la croissance qu'on a connue autour des 30 Glorieuses? Bon, c'est un débat un peu philosophique, mais en tout cas, cette idée que la croissance ralentit et puis il y a plein d'autres choses à financer, ça peut être un argument effectivement pour dire faut des réformes relativement efficaces.
Et le petit problème qu'on a ici, et donc je boucle par rapport à ma considération initiale, liminaire sur la sensibilité des projections aux hypothèses de croissance, c'est que le jeu actuel direct d'indexation produit l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que si la croissance est rapide, qu'on va laisser finalement une charge des retraites assez peu importante aux générations futures, alors qu'à l'inverse, si la croissance est lente, la charge va continuer à augmenter. Donc, on peut peut-être trouver des arguments pour dire qu'il est bien que ce soit comme ça, mais en tout cas, ça mérite au minimum un petit débat. Est-ce que le système est bien construit quand il produit ce genre de résultats? Alors, sur l'équité intragénérationnelle, alors en principe, la recherche de l'équité intragénérationnelle, c'est un exercice plus facile parce que vous n'avez pas ce problème de la comparaison à travers le temps. Vous comparez des gens qui appartiennent à une même génération, donc ils ont connu la même histoire. Et donc, dans une génération donnée, c'est a priori plus facile d'identifier qui sont les favorisés, qui sont les défavorisés, et donc dans quelle direction devrait aller la redistribution. Et puis... c'est difficile de transférer des ressources à travers le temps, c'est plus facile de transférer les ressources instantanément entre des individus d'une même génération vivant à une même période. Il y a quand même des limites, il y a les limites politiques, l'acceptabilité sociale. Si le système de retraite était très très fortement redistributif, il bénéficierait peut-être pas du soutien social dont il dispose actuellement. Et puis éventuellement, il n'est peut-être pas si fort en matière de retraite, justement à cause de la composante contributive majoritaire, ce que la littérature appelle l'effet saut percé, le fait que vous essayez de transférer du revenu de catégorie à d'autres de population, il y a de la perte en ligne, et finalement ce que vous essayez de redistribuer est plus élevé, plus faible que ce que vous avez perçu au départ. Bon, je laisse ça entre parenthèses. Le problème, c'est que pour savoir si les réformes ont été dans le sens de l'équité intragénérationnelle, la difficulté vient de l'éclatement et de la complexité du système. Et donc, en fait, ça rend très difficile d'avoir une vue globale du sens dans lequel joue la redistribution à l'intérieur du système de retraite. Quand on essaye de produire des études, tout ça, c'est vrai qu'elles sont quand même assez ardues. Et puis, généralement, on n'arrive à couvrir qu'une petite partie de la comparaison. Si je prends l'exemple public-privé, par exemple, il nous manque une pièce de toute manière, puisqu'on ne connaît pas l'effort contributif des salariés du public. Donc tout ça est assez délicat. Alors on ne peut pas accuser les réformes de ce problème-là, c'est un problème qui préexistait avant les réformes. Mais les réformes ont pas vraiment été dans le sens de cette clarification. Et donc, moi, si on me pose la question de savoir est-ce que les réformes ont accru ou réduit l'équité du système, je préfère réserver ma réponse. Alors, quelle piste par rapport à ça ? Donc, d'une part, la sensibilité à la croissance et face au déficit de lisibilité. Donc, 3 scénarios. Dire qu'on décide quand même d'en rester à peu près là. Dire on essaie de tout mettre à plat et de tout refonder. Ou bien on essaie de continuer à avancer par aménagement progressif, mais avec une vision d'ensemble. Donc je vais être assez bref sur chacun d'entre eux. Surtout sur le premier, le quasi statu quo. Donc on voit qu'il est viable si le scénario, si la croissance économique est conforme aux hypothèses médianes. Bon, si jamais c'est pas le cas, on peut dire soit on va s'en remettre au pilotage. Donc la réforme de 2013 a mis en place un comité, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, un comité de pilotage. Le problème, c'est que le pilotage, on va mettre des pilotes dans l'avion, comme ils ont des commandes entre leurs mains qui ne sont pas forcément très efficaces. Il manque, d'abord, le tableau de bord est assez incomplet, et puis on n'a pas exactement toutes les commandes qu'il faut pour savoir dans quelle direction l'avion va bouger quand on va essayer de modifier les choses. Alors, par exemple, je vais juste prendre un exemple. Un gros sujet, c'est quand même l'égalité de traitement entre le public et le privé, et quand on réforme, est-ce que les fonctionnaires et les non-fonctionnaires sont traités à la même enseigne? Alors, en fait, on n'a pas, puisque les systèmes sont différents, on n'a pas d'instrument qui permette de faire évoluer parallèlement, qu'on ait la garantie ex-ante qu'on va faire évoluer parallèlement les taux de remplacement du régime général et de la fonction publique. Et puis, il y a en plus le fait que dans le cadre des salariés du privé, il y a la superposition du régime général et des régimes complémentaires. Alors, ce qu'avait montré le rapport Moreau, un peu paradoxalement, c'est que sur la période passée, apparemment, le taux de remplacement des fonctionnaires avait davantage baissé que celui des salariés du privé, malgré ce qu'on pourrait attendre, puisque les salariés du privé étaient touchés par le passage aux 25 meilleures années, alors que dans le système de la fonction publique, qui est un système de fin de carrière, on n'était pas censé avoir cet effet. Et il s'avère apparemment que l'explication de ça, il est plutôt du côté de la politique salariale de la fonction publique, le développement de la rémunération sous forme de primes, qui sont très faiblement couvertes par le système de retraite. Et donc, on a organisé un décrochement du taux de remplacement des fonctionnaires par un biais totalement indirect. Donc au final,
L'histoire, c'est peut-être que les fonctionnaires ont été bien plus maltraités que ce qu'on lit couramment. Mais ceci dit, on y arrivait quand même de façon extrêmement indirecte et à la limite presque par hasard. Et en tout cas, le discours expliquant ça est difficile à faire admettre. En tout cas, c'est peu audible. Donc le pilotage, c'est quand même une affaire assez compliquée avec le système tel qu'il se présente, même si bien sûr il y a des pistes. Ou alors dire, il y aura des nouvelles réformes à faire, ce ne sera pas des très grosses réformes, parce que quand même l'essentiel du travail a été fait, donc on pourra se contenter de faire des réformes paramétriques. Le problème, c'est que de façon récurrente, va se poser la question, oui, vous faites une nouvelle réforme, mais d'une part, la dernière fois, vous nous aviez dit que c'était la dernière, et puis on a l'impression d'une fois sur l'autre, la transparence du système ne s'est pas accrue, et donc c'est toujours les mêmes qui doivent payer, etc. Et je crois que c'est relativement malsain quand même pour la société française. Donc, si nouvelle réforme il doit y avoir, en toute hypothèse, on sera obligé quand même d'avoir un volet de plus en plus important sur le thème transparence et homogénéité de traitement. Alors, le scénario 2, la réforme structurelle, si une nouvelle réforme il doit donc avoir lieu, est-ce qu'il faudrait qu'elle soit structurelle? Bon, faut pas nier qu'il y a des difficultés à la fois techniques et politiques qui sont considérables à envisager une réforme structurelle qui serait fait rapide. Il y a une réforme structurelle qui est toujours faisable. C'est celle qui consiste à dire, on va se fermer progressivement le système actuel et puis on va créer quelque chose de nouveau. Donc c'est un peu comme planter des arbres et tout. Et après tout, c'est aussi quelque chose qui peut mériter d'être fait. Mais là, les effets sont à très long terme. C'est à 60-80 ans que vous pouvez bénéficier d'un système aux propriétés améliorées. Ma position, c'est que c'est une piste qui doit quand même continuer à être explorée. Alors d'une part, si jamais, lors de la prochaine réforme, on nous dit, au fait, la réforme structurelle, ça consisterait en quoi? On a l'air un peu idiot si on dit, on dit réforme structurelle, tout ça, mais finalement, on n'a pas bien réfléchi à ce que ça pourrait être exactement. Donc, il faut continuer à réfléchir pour pouvoir dire des choses et dire à la fois ce qui serait bien et ce qui serait pas bien dans une telle réforme structurelle. Donc, d'un point de vue purement académique, ça justifie des travaux tels qu'ils s'emmènent dans le cadre de la chaire. Et puis, l'autre point de vue, ça peut être aussi de dire, toutes ces réflexions sur la réforme structurelle, elles resteront sûrement relativement théoriques, mais ça peut nous servir un peu de cadre de référence pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans mon scénario de type 3, à savoir la transition progressive vers un régime aux propriétés améliorées. Donc c'est pas le grand soir des retraites ni le Big Bang, mais on a une cible qu'on sait assez lointaine et qu'on va pas essayer de mettre en place rapidement, mais toutes les évolutions qu'on fait à partir de maintenant, on essaie de les faire avec cette cible en tête. Alors, je pense que le temps passe, mais là, faut pas que je développe, et puis ça serait de la redite de ce que j'avais présenté dans des séances précédentes. J'avais juste préparé des slides illustrant des scénarios d'une réforme structurelle assez violente consistant à passer brutalement un système par points généralisé. Donc c'était juste pour montrer que effectivement vous retrouvez sur le panel de gauche les résultats en éventail du statu quo, et puis sur le panel de droite avec le système par points analysé et des règles d'indexation qui seraient plutôt salaire plutôt que prime, mais compensées par d'autres façons de gérer la contrainte démographique. Vous arriver à horizontaliser la courbe du ratio retraite sur PIB d'une façon qui devient quasiment indépendante de la croissance économique. Donc il y a des façons de le faire. Le scénario intermédiaire, c'est un scénario dans lequel on coupe la poire en deux, où on supprime, on essaie d'éviter le décrochage variable du taux de remplacement en fonction de la croissance économique, mais par contre on maintient le principe d'une indexation prix après liquidation. Donc ça désensibilise un peu moins la croissance que ne le fait le scénario extrême. Et un autre aspect, là vous avez des profils de retraite par âge, enfin du niveau de vie relatif des retraités selon l'âge à l'horizon de 2060. Vous voyez qu'un effet aussi des règles actuelles, c'est d'une part que effectivement les profils, quand vous avez du plus sombre, c'est en fonction de l'âge qui va de 65 à 100 ans là sur l'échelle des X. Vous avez la forte sensibilité à la croissance, donc si la croissance est rapide, le niveau de vie relatif de l'ensemble des retraités à tous âges est nettement plus bas que dans le scénario où la croissance est lente. Et puis avec ce trait d'indexation prix, vous avez aussi le fait que, en termes de niveau de vie relatif, la situation du retraité décroche progressivement au fur et à mesure qu'il avance dans la retraite, et le fait d'autant plus vite que la croissance est rapide. Lui, il fait du surplace à
partir de 60-65 ans, pendant que le niveau de vie de ses successeurs, tant qu'ils sont en activité, continue à augmenter. Alors que dans le scénario extrême qui est proposé à la fin, vous rabattez également, vous neutralisez complètement l'effet de la croissance et vous rabattez vers l'horizontale également le profil par âge du niveau de vie relatif des retraités. Les retraités de 100 ans ont un niveau de vie à peu près comparable à celui des retraités de 65 ans. Alors, bon, après, il faut qu'il y ait un débat. Alors, effectivement, ici, puisqu'on est en enveloppe constante, on finance ça avec taux de remplacement plus bas, donc il y a un débat à avoir. Finalement, à quoi veut-on donner la priorité? Le maintien du pouvoir d'achat relatif tout au long de la retraite, ou minimiser le décrochement de pouvoir d'achat au moment où on bascule de l'activité à la retraite. Donc je dis pas forcément qu'il faut absolument s'orienter vers le scénario de la courbe de droite, mais disons en tout cas il y a un débat à avoir sur quel type de profil d'évolution de niveau relatif et d'évolution du niveau relatif des retraites on veut avoir au fur et à mesure pour l'ensemble du groupe d'âge des retraités. Mon scénario 3, donc aménagement progressif guidé par un plan d'ensemble. Là, j'ai repris une image qui est utilisée en gestion, en conception des systèmes d'information. On parle souvent d'urbanisation. Le principe, c'est le suivant, c'est de dire, si vous aimez pas la table rase, effectivement, quand vous avez un système d'information existant, vous pouvez pas dire du jour au lendemain, on va tout supprimer et remplacer ça par quelque chose d'autre, dont on sait très bien qu'il marchera pas du premier coup. Et donc, la logique d'urbanisation, c'est de dire, on va pas reconstituer ex nihilo, mais bon, on a un ensemble extrêmement complexe et on va essayer de faire de la réhabilitation quartier par quartier, mais il faut que cette réhabilitation, elle soit guidée par un plan d'ensemble. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui a manqué jusqu'ici dans le cadre des réformes du retraite. Et donc, ce qui effectivement, encore une fois, permet de souligner l'intérêt de démarches d'exploration de scénarios de réforme structurelle qui peuvent nous permettre de bien réfléchir à ce que pourrait être ce plan d'ensemble. Il y a au moins une question qui doit se poser, si ce qu'on attend de la politique de petits pas qu'on va continuer à avoir, c'est d'avancer dans le sens de l'harmonisation, il faudra se poser un jour ou l'autre la question de savoir si on harmonise, vers quoi est-ce qu'on harmonise? Est-ce qu'on harmonise plutôt vers les points? Est-ce qu'on harmonise plutôt vers les annuités? Donc il y a une réflexion, même derrière cette politique de petits pas, vous avez forcément une réflexion qui est quand même un petit peu d'ordre structurel. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est sachant qu'on a cette coexistence des points et des annuités, on peut au moins réfléchir à des façons plus cohérentes de gérer les deux systèmes. Donc ça, on avait exploré ça également dans le cadre du rapport Moreau, mais enfin clairement les temps n'étaient pas mûrs pour essayer d'avancer davantage là-dessus. Mais vous avez des façons d'indexer, de faire évoluer le pilotage des systèmes par points et par annuité qui rendent finalement leur comportement relativement proche. Il faut changer la façon d'indexer les salaires portés au compte dans les régimes par annuité. Faut changer les règles d'indexation des valeurs d'achat et de services du point qui, dans les régimes complémentaires jusqu'ici, ont plutôt fait l'objet d'une politique un peu au jugé, d'un accord à l'autre. On durcit ou on dédurcit les règles en fonction de la situation financière dans laquelle on se trouve, mais il n'y a pas de principe directeur extrêmement fort. Donc, bon, j'ai pas développé, mais je pourrais y revenir dans la discussion. Et puis, si on pense que la structure cible commune, ça doit plutôt être du type système par points, ce qui serait plutôt ma tendance, peut-être qu'on peut commencer à réfléchir progressivement à la transposition en points d'un certain nombre d'aspects non contributifs du système actuel. Et je relève de façon assez symptomatique, c'est que le dispositif pénibilité qui a été introduit par la réforme de 2013, il a adopté la logique des points, ce qui préfigure éventuellement ce qu'on pourrait faire. Alors, remarque conclusive. D'une part, intérêt de la période d'interréforme pour une réflexion de fond. C'est ce qui a été dit un peu au moment de la commission Moreau, c'est dire finalement on fait une réforme, à chaque fois c'est coûteux, et puis une fois qu'elle a été faite, on pousse un grand ouf de soulagement, et puis du coup on n'avance plus trop, et puis 2-3 ans après, il faut refaire une réforme, et là on se dit bah tiens finalement qu'est-ce qu'on a comme idée nouvelle, etc. Ce qu'il faut justement profiter de la période d'inter-réforme pour essayer de faire progresser la réflexion un peu plus fondamentale. Ce qu'il faut éviter, c'est que tout ce débat il tombe dans les anciens travers du débat répartition-capitalisation, c'est-à-dire une logique de position manichéenne entre des représentations caricaturales des différents systèmes. Donc je donne quelques exemples. Exemple de phrase, dire le système par annuité est le seul système qui offre une garantie du montant de la pension. C'est pas vrai du tout, tel que le système par annuité fonctionne en France, avec le salaire de référence, qui est le salaire moyen des 25 meilleures années, revalorisé d'une façon qui, en termes de pouvoir d'achat relatif, produit des résultats très variables selon la croissance économique. Ça vous offre, même si le taux de remplacement qu'on vous offre sur ce salaire de référence est garanti, comme c'est un taux de remplacement garanti sur une base qui n'est pas garantie du tout, et ben le taux de remplacement effectif, effectivement, n'est pas, alors que vous pouvez avoir une
façon de gérer le système par points qui, au contraire, vous donne une garantie assez forte sur le taux de remplacement pour un salarié ayant fait l'ensemble de sa carrière au salaire moyen. Autre exemple d'affirmation, les comptes notionnels imposent la stabilité de taux de cotisation. Alors c'est vrai que la réforme suédoise, les comptes notionnels, elle a été faite dans cet esprit-là. On a cherché à construire un système qui évite de modifier les taux de cotisation, mais c'est pas intrinsèquement lié au système des comptes notionnels. On peut très bien imaginer dans le cadre des comptes notionnels d'avoir une politique de taux d'appel qui à certaines périodes permet de distribuer plus, etc. Ou dire comptes notionnels et points sont incompatibles avec les redistributions. Bon, c'est un peu ce sur quoi on continue à essayer de travailler avec Antoine Bozio et Simon Rabaté, c'est-à-dire en plus de l'assimilation de la capacité des systèmes à devenir moins sensibles à la croissance économique, on simule le fait de reproduire dans ces nouveaux systèmes des propriétés redistributives à peu près équivalentes à celles des systèmes par points, mais plutôt par des dispositifs de distribution de points gratuits ou d'abondement financés de façon externe des comptes notionnels de chaque individu. Bon, dernier message. Donc, si on n'est pas attiré par des réformes de type Big Bang, il y a des pistes pour des simplifications et des harmonisations progressives qui pourraient, in fine, arriver progressivement au même type de résultats. Bon, c'est vrai, je ne vais pas terminer sur une touche très optimiste. Il y a quand même des gros blocages qui sont dus à la technicité du sujet. On se dit la retraite, c'est assez simple. Quand je compare par exemple à réfléchir sur l'assurance maladie, qui est un domaine vraiment extrêmement complexe, parce qu'on dit la retraite c'est facile parce que c'est de la règle de 3, mais politiquement c'est vrai que c'est quand même assez délicat également. Et puis c'est vrai qu'expliquer les mécanismes d'indexation, salaire porté au compte, valeur d'achat, valeur de service, tout ça, on a du mal à faire passer les messages. Et puis, comme on est plutôt dans des réformes à somme nulle, de toute manière, il n'y a rien moyen de changer sans forcément désavantager un certain nombre de personnes. Et donc, de toute manière, le fait qu'il puisse y avoir des remises en cause de certains avantages acquis, effectivement, sera dans tous les cas un élément de blocage potentiel. Voilà, donc je m'arrête ici. J'ai peut-être été un petit peu long, oui. Non, c'est vrai. Merci.